Comment 25 000 chevaliers européens, armés des meilleures armures et armes que la chrétienté pouvait forger, purent-ils être entièrement anéantis par une force de diversion mongole? Cette force ne comptait que 8 000 à 10 000 cavaliers. Cela se produisit en un seul après-midi. Le 9 avril 1241, près de la ville silésienne de Legnica, l'une des armées les plus puissantes d'Europe médiévale, sortit pour affronter un ennemi. Cet ennemi semblait presque surnaturel. Il avait la capacité d'apparaître, de disparaître et de frapper sous des angles impossibles. Le duc Henri II le Pieux de Pologne avait rassemblé l'élite de la noblesse polonaise. Il y avait aussi des chevaliers teutoniques aguerris et des guerriers templiers d'élite venus de France. Des croisés hospitaliers envoyés par le pape lui-même les rejoignaient également. Ils étaient près de 3 contre 1 face aux Mongols. Ils combattaient pour leur foyer, leur foi et leur civilisation même. Pourtant, au coucher du soleil, la tête tranchée d'Henri fut promenée dans les rues sur une lance mongole. 9 sacs furent remplis d'oreilles coupées sur des corps européens. La route vers l'Europe de l'Ouest était désormais grande ouverte. Quelles armes secrètes les Mongols possédaient-ils pour transformer de telles chances écrasantes en un massacre? La réponse n'était ni l'acier, ni la poudre à canon. C'était quelque chose de bien plus dévastateur. C'était l'art de la tromperie sur le champ de bataille, si sophistiqué que l'Europe n'en reverrait pas l'égal avant 6 siècles. Pour comprendre comment la Pologne est tombée, bien qu'il faut d'abord saisir la terreur que le nom de Mongol inspirait. Cette terreur s'était répandue dans le monde médiéval dès 1241. Sous l'égide du brillant stratège Subutai, les Mongols avaient bien et perfectionné un système de conquête. Subutai, fils de forgeron, était devenu le commandant militaire le plus redoutable de l'histoire. Ce système combinait mobilité fulgurante, guerre psychologique et tromperie tactique. Il les rendait une force imparable. De 1237 à 1240, des principautés russes, établies depuis des siècles, cessèrent tout simplement d'exister. Kiev, la mère des villes russes, tomba en décembre 1240. Les Mongols avaient franchi ses murs et tué chaque habitant. Les chroniques de l'époque décrivent des batailles et des rues encore jonchées d'ossements près d'une décennie plus tard. Vladimir, Ryazan et Suzdal, des villes avec des populations de plusieurs dizaines de milliers, furent réduites en ruines fumantes en quelques semaines. Les Mongols ne se contentaient pas de vaincre les armées. Ils les effaçaient de l'existence. À la bataille de la rivière Kalka, en 1223, les forces russes et Koumanes, près de 4 contre 1 face aux Mongols, furent attirées dans une feinte retraite. Cette retraite dura plusieurs jours, séparant la cavalerie de l'infanterie. Finalement, une embuscade fut tendue et tua 90% de la force russe. La position géographique de la Pologne en 1241 la rendait à la fois tragiquement vulnérable et stratégiquement essentielle. La Silésie, duché gouverné par Henri II, se trouvait au carrefour entre l'Europe de l'Est et le Saint-Empire romain. Elle était située entre l'Oder et les Carpates. À travers ces terres passaient les principales routes d'invasion vers l'Europe centrale. C'étaient des plaines parfaites pour la guerre de cavalerie. Seules des forêts et des rivières occasionnelles entravaient les mouvements. Les Mongols, sous Batu Khan et Subutai, avaient choisi le royaume de Hongrie comme cible principale pour la conquête en 1241. Cependant, ils comprenaient une réalité militaire. On ne peut pas conquérir la Hongrie tant qu'une grande armée polonaise menace votre flanc nord. La solution était élégante dans sa brutalité. Il fallait envoyer une force de diversion vers le nord en Pologne. Cette force devait immobiliser, distraire et détruire toutes les armées qui pourraient venir en aide à la Hongrie. Cette poussée septentrionale était commandée par 3 princes mongols. C'étaient Orda Khan, petit-fils de Genghis Khan, Baydar, fils de Chagatai, et Kadan, fils de Ögedei Khan. Leur nombre se situait entre 10 000 et 20 000 cavaliers. Il était très probablement plus proche de l'estimation inférieure.
Ils n'étaient pas là pour conquérir la Pologne de manière permanente. Ils étaient là pour s'assurer qu'aucune armée polonaise n'atteindrait jamais la Hongrie. Pour ce faire, ils emploieraient chaque ruse, chaque tromperie et chaque tactique de guerre psychologique. Les Mongols les avaient perfectionnés au cours de décennies de guerre constantes. Et cela fonctionnerait au-delà même des attentes de Subutai. L'invasion mongole de la Pologne débuta au cœur de l'hiver, en février 1241. À cette époque, les armées européennes se terraient habituellement dans leurs châteaux, attendant le printemps. Élevés dans les steppes où les campagnes hivernales étaient la norme, les Mongols traversèrent Volodymyr Volynski dans l'ouest de l'Ukraine. Ils pénétrèrent ensuite en territoire polonais, comme un raz de marée. Le 13 février 1241, à la bataille de Tursko, ils rencontrèrent leur première résistance polonaise significative. C'était une force sous le voïvode de Cracovie, Włodzimierz. La bataille fut brève et dévastatrice. Les Mongols utilisèrent leur tactique emblématique. La cavalerie légère s'avança, tira des flèches, puis fit demi-tour comme si elle fuyait en panique. La cavalerie lourde polonaise, croyant à une déroute, chargea à leur poursuite. Ils tombèrent directement dans une embuscade soigneusement préparée, où la cavalerie lourde mongole attendait en se cachant. Włodzimierz et la plupart de ses nobles périrent dans cette zone de mort. Les survivants s'enfuirent, semant la panique dans le sud de la Pologne. 5 semaines plus tard, le 18 mars, les Mongols frappèrent de nouveau à Chmielnik. Ils détruisirent une autre armée polonaise ayant rassemblé des forces de Cracovie et Sandomierz. Le schéma était identique. Il y avait une feinte de retraite, une poursuite trop longue, une embuscade, puis l'anéantissement. Le châtelain Clément de Brzeźnica mourut dans cet engagement, ainsi que des centaines de chevaliers polonais. Dès le 24 mars, Cracovie elle-même, et l'une des plus grandes villes de Pologne, était vide. Les citoyens s'étaient enfuis, terrifiés. Les Mongols entrèrent sans par des portes non défendues pour piller et brûler à leur guise. Mais la Pologne n'était pas vaincue. Le duc Henri II le Pieux, grand-duc de Pologne et souverain de Silésie, était un homme façonné par la politique et la piété. Né vers 1196, il était le fils d'Henri le Barbu et le petit-fils de sainte Hedwig d'Andex. Cette femme était si révérée que l'Église la canoniserait. Le jeune Henri avait hérité des ambitions politiques de son père et de la dévotion religieuse de sa grand-mère, d'où son surnom de Pieux. En 1238, à la mort de son père, Henri s'était déjà révélé être un administrateur et un guerrier. Il avait combattu dans des campagnes pour réunifier les duchés fragmentés de Pologne. Il avait mené des expéditions pour sécuriser la terre de Lubus. Il avait également navigué habilement dans les eaux perfides de la politique dynastique polonaise. Son mariage avec Anne de Bohême, fille du roi Ottokar Ier, avait été arrangé. Il visait à cimenter une alliance avec la puissante dynastie Przemyslide. Henri était un homme pratique, religieux mais non fanatique, ambitieux mais pas téméraire. Il comprit que l'invasion mongole menaçait non seulement son duché, mais aussi la civilisation chrétienne elle-même. Contrairement à de nombreux souverains européens qui rejetaient la menace mongole comme de lointaines rumeurs, Henri avait reçu des renseignements détaillés. Ces informations concernaient la chute des villes russes. En mars 1241, alors que les rapports de dévastation affluaient de Cracovie et de Sandomierz, Henri prit une décision cruciale. Il rassemblerait toutes les forces disponibles à Legnica et attendrait des renforts. Son beau-frère, le roi Venceslas Ier de Bohême, marchait vers le nord avec 50 000 hommes. C'était une force assez importante pour écraser les pillards mongols. Mais Venceslas était à quelques jours de marche, peut-être une semaine. Henri ne savait pas s'il devait attendre derrière les murs de Legnica ou sortir à la rencontre des envahisseurs. La question devint caduque lorsque des éclaireurs mongols infiltrèrent la région.
Ils étaient déguisés en paysans européens et parlaient couramment les dialectes slaves locaux. Ils rendirent comme un compte à leur commandant. Les Mongols apprirent nos 3 informations capitales. L'armée d'Henri était à Legnica. Venceslas approchait du sud. Si les 2 forces s'unissaient, elles seraient 5 ou 6 contre un face aux Mongols. La décision fut immédiate. Frapper Henri avant que les armées ne puissent fusionner. Lever le siège de Wrocław, qui tenait bon de toute façon, et se lancer à l'interception des forces d'Henri. Les Mongols parcoururent de la distance en une marche forcée, démontrant leur mobilité légendaire. Ils arrivèrent à Legnica le 8 avril 1241. L'armée d'Henri représentait le meilleur que l'Europe avait à offrir. Les historiens modernes estiment ses forces entre 8 000 et 30 000 hommes. Les estimations les plus crédibles se situent autour de 20 000 à 25 000 hommes. Le noyau était composé de chevaliers et de nobles silésiens d'Henri, une cavalerie lourdement blindée entraînée dès l'enfance au combat monté. Ces forces étaient complétées par la cavalerie de la Grande Pologne sous Soulisław. Il était le frère du voïvode Włodzimierz, tué au combat. Ces hommes brûlaient de vengeance. Le duc Mieszko II le Gros amena de la cavalerie d'Opole. L'armée comprenait également des mineurs bavarois menés par Boleslav de Moravie, une infanterie de montagne robuste. Mais les joyaux de la couronne d'Henri étaient les ordres militaires. Un petit contingent de chevaliers templiers était venu de France, peut-être 68 à 88 des guerriers les plus élites de la chrétienté. Ces hommes avaient combattu lors des croisades. Ils avaient affronté la cavalerie sarrasine en Palestine. Ils portaient les manteaux blancs à croix rouge qui inspiraient la peur aux infidèles. Des chevaliers hospitaliers les rejoignirent, bien que des chroniques polonaises ultérieures affirment que des chevaliers teutoniques combattirent à Legnica. Les historiens modernes contestent cela. La force mongole qui affronta Henri près du village de Legnicki Pole le 9 avril 1241 était plus petite. Elle était cependant infiniment plus expérimentée. Ce n'étaient pas de jeunes recrues, mais des vétérans ayant fait campagne à travers la Russie. Ils avaient combattu dans les guerres brutales contre la dynastie Jin en Chine. Ils avaient perfectionné leur art sous des commandants qui considéraient la guerre comme une science. L'architecte stratégique global était Subutai. Âgé de 66 ans, il coordonnait les opérations mongoles sur un front s'étendant de la Pologne à la Transylvanie. Cela représentait une distance de près de 1000 kilomètres. Subutai avait rejoint l'armée de Genghis Khan alors qu'il n'était qu'un garçon de 14 ans. Il était le fils d'un forgeron nommé Jarchigudai, qui avait aidé Temujin dans ses heures les plus sombres. Contrairement à la plupart des généraux mongols issus de lignées nobles, Subutai s'éleva uniquement par son mérite. Il s'offrit à Genghis Khan comme un serviteur. Il dit qu'il serait comme une couverture de feutre protégeant la porte de la tente du vent. Ce début humble s'était transformé en la carrière du conquérant le plus accompli de l'histoire. Subutai dirigerait finalement plus de 30 campagnes. Il conquit 32 nations et commanda personnellement des forces. Ces forces tuèrent plus d'ennemis que n'importe quel général avant ou depuis. Ces innovations tactiques incluaient des offensives coordonnées sur plusieurs fronts. Il utilisait des ingénieurs de siège comme artillerie mobile lors des batailles en rase campagne. Il pratiquait également une guerre psychologique qui rendait toute résistance futile. À Legnica, même s'il n'était pas physiquement présent, son empreinte était partout sur le plan de bataille. Les véritables commandants mongols à Legnica étaient Orda-Khan, Baydar et Kadan, chacun étant un prince doté d'une vaste expérience au combat. Orda-Khan, frère de Batu Khan qui dirigea l'invasion principale de la Hongrie, avait prouvé ses compétences dans la conquête des territoires russes. Ce n'étaient pas des barbares sauvages des steppes, mais des soldats professionnels qui combattaient avec une discipline qui aurait impressionné les légionnaires romains. L'armée mongole fonctionnait selon un système décimal, avec des unités de 10, 100, 1000 et 10 000 appelées Tumen.
Chaque soldat était entraîné dès l'enfance au tir à l'arc monté, à l'équitation et aux manœuvres coordonnées. Ils pouvaient tirer avec précision à cheval au grand galop. Ils maintenaient leur formation sur des marches forcées de 60 à 100 km par jour. Ils exécutaient également des tactiques de combat complexes à l'aide de signaux de drapeau. Leurs arcs composites avaient des portées efficaces supérieures à celles des arcs longs européens et pouvaient percer toutes les armures, sauf les plus lourdes. Chaque guerrier portait plusieurs arcs et 60 à 90 flèches. Il avait un sabre pour le combat rapproché et souvent un lasso pour désarçonner les chevaliers. Mais leur arme la plus dévastatrice n'était pas technologique. C'était une tromperie tactique si sophistiquée que les chevaliers européens n'avaient aucune défense contre elle. Le matin du 9 avril 1241, Henri le Pieux quitta Legnica pour faire face à son destin. Selon la légende, un événement prémonitoire se produisit au départ d'Henri. Un chroniqueur polonais du 15e siècle, Jan Długos, l'a rapporté. Une pierre tomba du toit de l'église Sainte-Marie et faillit le frapper. Les gens l'interprétèrent à juste titre comme un signe de désastre imminent. Henri organisa ses forces dans 4 divisions principales. C'était une formation européenne standard. La première était composée de mineurs bavarois sous le commandement de Boleslav de Moravie. Cette infanterie robuste devait tenir le centre. La deuxième division regroupait la cavalerie de Grande-Pologne sous Soulisław. Elle cherchait à venger son voivode tombé au combat. La troisième était la cavalerie d'Opole, commandée par le duc Mieszko le Gros. La 4e division était sous le commandement personnel d'Henri. Elle comprenait ses chevaliers silésiens et les nobles moraves. Elle comptait également le précieux contingent des Templiers et des Hospitaliers. Le plan européen était simple. Il s'agissait d'utiliser les chevaliers lourdement blindés pour charger et briser les lignes mongoles. Ils devaient employer la force écrasante du combat de choc monté qui avait dominé la guerre européenne pendant des siècles. Ce qu'Henri ne comprenait pas, ou ne pouvait pas comprendre, c'est que les Mongols avaient vaincu la cavalerie lourde pendant des décennies. Ils avaient combattu la cavalerie lourde chinoise, les cataphractaires persais et la drudina russe. Les chevaliers européens, malgré tout leur courage et leur armure, étaient sur le point d'apprendre que la bravoure sans flexibilité n'est qu'un autre mot pour le suicide. La bataille commença par ce qui semblait être une erreur mongole. Leur avant-garde, la cavalerie légère Mangudai, avait pour mission de masquer la force principale. Elle devait aussi harceler les ennemis. Cette avant-garde avança vers l'armée européenne et commença à tirer des flèches. La cavalerie silésienne, sous le commandement d'Henri, engagea le combat. Elle chargea en avant pour l'affronter. Les Mangudai firent 20 volte-face avec leurs chevaux et s'enfuirent. Cela ressemblait à une déroute. Les célèbres guerriers mongols semblaient rompre au premier contact des chevaliers en charge. La discipline européenne s'effondra. La cavalerie de Soulisław, originaire de Grande-Pologne, s'élança à la poursuite. La cavalerie de Mieszko, d'Opole, suivit son exemple. La cavalerie lourde, alourdie par l'armure, poursuivit les Mongols en fuite. Elle brisa sa formation et se sépara de l'infanterie. Elle fit exactement ce que les Mongols désiraient. La fausse retraite était la signature mongole. Il l'avait moins pratiquée 10 000 fois. Son exécution possédait la précision d'un balai. Les Mangudai fuyaient juste assez vite pour maintenir la cavalerie poursuivante engagée. Cependant, ils ne fuyaient pas assez vite pour les perdre. Ils conduisaient les Européens précisément là où le piège était tendu. Alors que la cavalerie polonaise et allemande traversait le champ à toute vitesse, elle entra dans un cauchemar. Ce cauchemar était orchestré avec une brillance diabolique. En premier lieu vint la fumée. Les Mongols avaient préparé des fagots de roseaux à des endroits stratégiques. Lorsque les Mangudai se retirèrent, ils y mirent le feu. Ils signèrent le feu. Une fumée épaisse et suffocante s'éleva sur le champ de bataille. Elle coupa la cavalerie d'Henri de son infanterie.
Les chevaliers européens étaient déjà étirés par la poursuite. Ils se retrouvèrent à chevaucher à l'aveuglette à travers une fumée si dense. Ils ne pouvaient plus voir leurs camarades. La visibilité tomba à quelques mètres. La formation devint impossible. Puis, de l'intérieur de la fumée et des flancs, la véritable attaque mongole commença. La cavalerie légère mongole se matérialisa de la fumée comme des démons. Elle tirait des flèches depuis ses chevaux dans une tempête mortelle. Les arcs composites propulsaient des flèches perforant les côtes de mailles à courte portée. Les chevaliers tombèrent de leurs rois, tombèrent de leurs chevaux. Ils étaient frappés au visage, à la gorge ou dans les interstices de leur armure. Les Européens tentèrent de se reformer et de charger. Mais on ne peut pas recharger ce que l'on ne voit pas. Les Mongols apparaissaient, tiraient et disparaissaient dans la fumée avant que les chevaliers ne puissent les atteindre. Certaines sources rapportent qu'un cavalier mongol traversa les rangs polonais confus. Il cria un mot polonais signifiant « Sauvez-vous ». Cela fit croire à la cavalerie d'Opole de Mieszko qu'une retraite avait été ordonnée. Que cela se soit réellement produit ou qu'il s'agisse d'un embellissement ultérieur, cet épisode capture les dimensions psychologiques de la guerre mongole. Le duc Mieszko, croyant qu'une retraite était ordonnée, ou constatant le désespoir de la situation, retira son contingent d'Opole de la bataille. Ce retrait signifiait qu'un tiers de la cavalerie d'Henri abandonnait le champ de bataille avant même que l'engagement principal ne commence. Henri le Pieux vit son avant-garde mise en pièces et Mieszko battre en retraite. Il prit alors la décision qui scella son destin. Il engagea ses réserves. La 4e division, ses troupes d'élite comprenant les Templiers, s'avança dans la fumée et le chaos. C'étaient les meilleurs guerriers de son armée, et des hommes ayant combattu en Terre Sainte. Ils connaissaient le son des flèches sifflant dans l'air et les cris des mourants. Ils s'avancèrent en formation disciplinée, lances baissées, déterminés à percer jusqu'à leurs camarades. Mais la discipline ne signifie rien lorsque l'on est aveugle. Rien quand l'ennemi est c'est partout et nulle part. Rien quand chaque direction prise présente de nouvelles menaces. La cavalerie lourde mongole, maintenue en réserve pendant les premières phases, entra alors dans la bataille. Ce n'étaient pas des cavaliers légers pour l'escarmouche. C'étaient des guerriers en armure lamellaire. Ils portaient des lances et des sabres, entraînés au combat de choc. Des signaux de drapeau, envoyés par les commandants mongols placés en hauteur, leur permettaient de communiquer sur le champ de bataille. Alors que les chevaliers européens combattaient individuellement, les Mongols opéraient comme une unité cohérente. La cavalerie lourde chargeait de front. La cavalerie légère continuait de déverser des flèches depuis les flancs. Les archers mongols maintenaient un feu si constant que certains chroniqueurs décrivirent l'air comme noir de flèches. Certaines sources mentionnent que les Mongols auraient utilisé des engins explosifs rudimentaires. Cependant, leur déploiement effectif à Legnica reste débattu. L'armée européenne se désintégra. Sulisław de Cracovie, frère du voïvode abattu, mourut en combattant dans le chaos. Boleslav de Moravie tomba en défendant son infanterie. Il affrontait des charges de cavalerie qu'elle ne pouvait pas repousser. Les Templiers et les Hospitaliers, guerriers d'élite de la chrétienté, combattirent avec un courage légendaire. Mais ils furent submergés par le nombre et les tactiques ennemies. Le contingent templier perdit 3 frères chevaliers, 2 sergents et 500 hommes d'armes. L'infanterie, coupée de tout soutien de cavalerie et encerclée par les cavaliers mongols, avait peu de chance. Henri le Pieux, voyant son armée détruite autour de lui, tenta de fuir le champ de bataille avec un petit groupe de compagnons. Les sources médiévales décrivent sa chevauchée désespérée à travers la fumée et les flèches. Il tentait d'atteindre la sécurité, mais les Mongols le poursuivirent sans relâche. Leurs chevaux étaient frais tandis que sa monture était épuisée. Henri fut capturé, tiré de son cheval et tué.
Certains récits affirment qu'il fut frappé au bras par une lance avant d'être traîné à terre et décapité. Son corps nu et décapité était si mutilé. Seule sa femme Anna put l'identifier plus tard. C'était grâce à une particularité anatomique unique. Henri avait 6 orteils au pied gauche. C'était un cas de polydactylie confirmé lors de l'ouverture de sa tombe en 1832. Les Mongols, suivant leur pratique habituelle, comptaient les morts en coupant une oreille de chaque cadavre. 9 sacs furent remplis d'oreilles européennes. Cela suggère au moins 18 000 victimes, si le compte était exact. Cependant, ce nombre est probablement exagéré. Ce qui n'est pas exagéré, c'est que la tête d'Henri fut montée sur une lance. Elle fut exhibée autour des murs de Legnica. Ce fut une démonstration de guerre psychologique destinée à briser toute résistance restante. La bataille de Legnica dura peut-être de 4 à 6 heures. Cela allait du premier contact au massacre final. Les chiffres des pertes restent débattus par les historiens. Néanmoins, les pertes européennes furent catastrophiques. Les estimations prudentes suggèrent de 2 000 à 5 000 morts européens. Les chroniques contemporaines affirmaient des décès allant jusqu'à 40 000. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Peut-être 8 000 à 12 000 victimes européennes. Les pertes mongoles n'auraient été que de quelques centaines. Les Mongols n'occupèrent pas Legnica. Ils pillèrent plutôt la campagne environnante avant de se diriger vers le sud. Le roi Wenceslaus de Bohême arriva un jour trop tard avec son armée de 50 000 hommes. Il apprit la mort de son beau-frère. Il se retira immédiatement dans les montagnes de Bohême. Là, la cavalerie mongole ne pouvait pas opérer efficacement. La bataille de Legnica avait réalisé exactement ce que Subutai voulait. Elle éliminait toute menace de renfort polonais atteignant la Hongrie. Elle terrifiait également les alliés européens potentiels et les poussait à adopter des positions défensives. 2 jours après Legnica, le 11 avril 1241, Subutai lança la bataille de Mohi contre l'armée hongroise. Subutai utilisa des tactiques similaires à celles de Legnica. Il employa des retraites feintes, des écrans de fumée et des attaques coordonnées venant de plusieurs directions. Il utilisa aussi une fausse voie d'évasion qui menait les chevaliers hongrois dans des marais. Là, ils furent massacrés. Subutai détruisit la force hongroise. Il tua environ 50% de la population hongroise lors de la campagne suivante. La route vers l'Europe de l'Ouest était ouverte. Les éclaireurs mongols atteignirent la mer Adriatique. Des plans furent élaborés pour l'invasion de l'Italie, de l'Autriche et du Saint-Empire romain germanique. Puis, en décembre 1241, tout changea. Ögedei Khan, le 3e fils de Genghis Khan et grand Khan de l'Empire mongol, mourut en Mongolie. La tradition et la loi mongole étaient absolues. Tous les princes de sang devaient retourner dans la capitale mongole de Karakorum. Ils devaient y élire un nouveau grand Khan. Batu Khan, Orda, Kadan et les autres commandants retirèrent leurs forces d'Europe au début de 1242. Cela soulagea la pression sur Vienne et l'Europe centrale. Les conséquences à long terme de l'invasion mongole de la Pologne s'étendirent bien au-delà de la dévastation immédiate. Entre 1241 et 1242, le sud de la Pologne fut systématiquement ravagé. Des villes comme Cracovie, Sandomierz et Lublin mirent des années à être reconstruites. Les pertes de population furent si importantes que les souverains polonais encouragèrent l'immigration allemande. Ils voulaient repeupler les régions dévastées. Cette colonisation germanique aurait des effets durables sur la démographie et la culture polonaise. Les Mongols revinrent pour piller la Pologne 2 fois de plus. Burundai les mena de 1259 à 1260. Puis, en 1287, ils revinrent sous Tulabuga et Nogai Khan. Mais il s'agissait de raids pour le pillage. Ce n'étaient pas des tentatives de conquête permanente.
La Horde d'Or maintint les principautés russes sous son joug pendant des siècles. Mais elle ne réussit jamais à étendre ce contrôle à la Pologne ou à la Hongrie. Une partie de cela était stratégique. Les forces mongoles étaient dispersées pour contrôler de vastes territoires, de la Chine au Caucase. Une autre partie était logistique. Opérer dans des régions très boisées et montagneuses, loin de la steppe, était difficile pour les armées de cavalerie. Mais voici ce qu'il faut comprendre sur l'importance de Legnica. Ce n'était pas juste une autre bataille médiévale. Elle représentait un choc entre deux systèmes de guerre complètement différents. Les chevaliers européens combattaient individuellement. Ils se fiaient au courage personnel, à l'armure lourde et à l'impact de choc de la charge de cavalerie. Leur tactique n'avait sans pas fondamentalement changé depuis Charlemagne. Les Mongols combattaient comme un système coordonné. Ils utilisaient de la mobilité, la ruse et la puissance de feu à longue portée. Ils disposaient de drapeaux de signalisation pour la communication sur le champ de bataille. Ils possédaient des réseaux de reconnaissance sophistiqués. Leur flexibilité tactique leur permettait de s'adapter à n'importe quel ennemi. Ils considéraient la guerre comme une science à étudier et à perfectionner. Si les Mongols avaient bien conquis la Pologne et pénétré en Allemagne, la civilisation d'Europe occidentale aurait fait face à une crise existentielle. Le Saint-Empire romain germanique n'aurait pas pu aligner suffisamment de forces pour arrêter les vétérans de Subutai. La France était engagée dans la croisade des Albigeois. L'Angleterre était aux prises avec des conflits baroniaux. Aucune réponse européenne unifiée n'était possible. Les Mongols auraient même pu chevaucher jusqu'à l'Atlantique. Ils auraient dévasté les bibliothèques de Paris, les universités et les monastères. Ils auraient détruit leurs connaissances accumulées. L'Europe chrétienne aurait pu devenir un État tributaire de la Horde d'Or. Elle aurait payé un tribut comme les principautés russes. La Renaissance et la Révolution scientifique, tous les développements que nous associons à l'Europe occidentale, n'auraient pas été ou peut-être jamais eu lieu. Cela serait sous l'hégémonie mongole. L'héritage de Legnica résonne à travers l'histoire militaire. La bataille a démontré des principes qui seraient redécouverts des siècles plus tard. Il s'agissait de la mobilité plutôt que de la défense statique, de la tromperie plutôt que des formations rigides. Elle incluait aussi la coordination d'opérations entre forces séparées. Quand Napoléon a opéré au début du XIXe siècle avec des corps séparés, ceux-ci pouvaient converger sur le champ de bataille. Les historiens militaires ont reconnu qu'il reproduisait les méthodes de Subutai. Après la Première Guerre mondiale, B. H. Liddell Hart a analysé la guerre blindée. Il a spécifiquement cité les Mongols sous Subutai comme exemple de la manière dont les forces mécanisées devraient opérer. Les tactiques de Blitzkrieg de la Deuxième Guerre mondiale étaient conceptuellement similaires. Elles comprenaient des colonnes blindées rapides, l'encerclement et le choc psychologique. Les Mongols avaient réalisé cela avec des chevaux 7 siècles plus tôt. Le duc Henri II le Pieux mérite d'être reconnu. Il est mort en défendant son peuple contre des chances écrasantes. Ce n'était pas un génie militaire, mais il était brave et déterminé. Il a pris les décisions qu'il jugeait justes avec les informations dont il disposait. La tragédie de Legnica n'était pas l'échec d'Henri. C'était qu'il se battait avec des tactiques d'une époque différente. Il faisait face à un ennemi qui avait fait évoluer la guerre au-delà de ce que l'Europe pouvait comprendre. Les Templiers et les Hospitaliers se sont battus avec un courage légendaire. Cependant, le courage sans tactiques adaptables est insuffisant. Les chevaliers polonais ont chargé dans la fumée. Ils croyaient en leur armure et leur entraînement. Tout cela s'est avéré inadéquat contre un ennemi qui menait une guerre entièrement différente. La bataille de Legnica est un monument. Elle montre comment l'innovation tactique peut surmonter un avantage numérique. Les Mongols ont gagné non pas grâce à un meilleur équipement. L'armure et les épées européennes étaient supérieures à bien des égards.
Ils ont gagné grâce à de meilleurs signaux tactiques, une meilleure coordination, une meilleure intelligence et un meilleur leadership. Ils ont gagné parce qu'ils avaient dépassé des décennies à perfectionner leur art par une guerre constante. Pendant ce temps, les chevaliers européens s'entraînaient pour des tournois et des croisades. Ces entraînements, Tsar leur enseignait bien de mauvaises leçons. Ils ont gagné parce que Subutai était un génie. Ils considéraient la guerre comme une science. Et ils ont gagné parce qu'ils ont compris quelque chose. Cette idée ne deviendrait pas une doctrine militaire en Europe avant des siècles. La meilleure façon de vaincre un ennemi n'est pas de le rencontrer dans une bataille honorable. C'est de le tromper, de le déjouer et de le détruire avant qu'il ne comprenne ce qui se passe. Aujourd'hui, la bataille de Legnica est commémorée sur la tombe du soldat inconnu de Pologne à Varsovie. L'inscription indique Legnica 9, avril 1241. Elle demeure un moment pivot dans la mémoire nationale polonaise. C'est le jour où la Pologne a résisté à la marée mongole. L'emplacement exact de la bataille reste débattu. Les archéologues ont mené des recherches près du village de Legnicki Pole. Son nom allemand, Wallstatt, signifie littéralement « champ de bataille ». Des fosses communes ont été découvertes. Elles contenaient bien des restes squelettiques. Ces restes montraient des traumatismes compatibles avec des blessures par flèche et des combats de cavalerie lourde. Des pointes de flèches métalliques d'origine steppique ont été identifiées. Elles confirment les récits historiques de la présence mongole. Merci d'avoir regardé cette plongée approfondie dans l'une des batailles les plus dévastatrices de l'histoire médiévale. Si ce documentaire vous a donné une nouvelle appréciation de la guerre médiévale et du génie tactique mongol, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Atteignons 1000. J'aime en 24 heures. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais notre prochain épisode. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle bataille nous devrions couvrir ensuite. Nous pourrions aborder la bataille de Mohi, où Subutai a détruit la Hongrie 2 jours après Legnica. Ou la bataille d'Ain Jalu, où les Mongols ont finalement été arrêtés en 1260. Nous pourrions aussi traiter la défense japonaise contre les invasions mongoles. Votre suggestion la plus populaire deviendra notre prochain documentaire. Merci d'avoir regardé.